je vais le dire, avec la voix. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Ce soir, l'œuvre à nu fête ses 2 ans. Et pour ce, nous avons comme invité Arnaud Georges, professeur de philosophie. Alors, plus que jamais, on vous demande d'utiliser le chat. Évidemment, Laurence, notre voix, se fera votre porte-parole. Et on vous explique tout de suite que très souvent, au milieu de l'émission, les écrans noirs apparaissent. Donc, on vous demande de réinitialiser. Il faut repartir à zéro. Réactualiser votre image. Alors, Arnaud Georges est avec nous ce soir. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Alors, bonsoir Arnaud. Alors, comme l'a dit Lily, là, on fête nos 2 ans d'émission. Donc, la première année, on avait choisi de faire un débat qui avait pour thème la culture. Et là, on a trouvé intéressant pour cette 2e année de pouvoir lier l'art et la philosophie. Donc, c'est pour ça qu'on t'a contacté. Et donc, tu nous as proposé une problématique. Pourquoi l'art, en quoi l'art est-il un stimulant pour la philosophie? Pour la philosophie, voilà. Alors, problématique, c'est bien grand mot, parce que je ne vais pas faire un cours de philosophie ce soir. Le but, c'était d'articuler de manière, je ne dirais pas non pas originale, mais non scolaire, la philosophie et l'art. Parce que quand on réfléchit bien, il y a toujours quand on fait de la philosophie sur l'art, quand on pense l'art en philosophie, on se contente bien souvent d'instrumentaliser l'art pour finalement exemplifier des concepts philosophiques. C'est-à-dire que l'art est un peu l'otage du philosophe qui l'utilise. Et ça me pose problème parce que ça pose de manière générale la question de qu'est-ce que la philosophie, si elle n'est que la pensée particulière qui utilise l'art de manière précise afin donc de conclure sur une idée. J'ai l'impression que l'art n'a pas d'existence propre. Et à l'inverse, on assiste aussi aujourd'hui au fait que l'art tente de singer la philosophie avec l'art conceptuel, où l'art essaie de retrouver des vérités prétendument philosophiques par ses propres forces. Et de fait, j'ai envie de dire la chose suivante. La meilleure manière de manquer l'art, c'est justement de l'assujettir à la philosophie, dans une optique de recherche de vérité, au sens où la vérité est donnée dans un système philosophique particulier. Et vice-versa, on manque la philosophie si l'art devient quelque chose qui sort de ses puissances, hein, de ses capacités, de ses savoir-faire, j'ai envie de dire, pour essayer de conceptualiser alors qu'il ne porte pas en lui le concept. Donc c'est mon intervention, c'est plutôt de l'ordre d'une expérimentation. Comment on peut utiliser une philosophie particulière pour parler de l'art? Comment, en retour, l'art permet d'exprimer une pensée philosophique, mais sans qu'il y ait un travail de vérité, c'est-à-dire sans que l'un soit la caution de l'autre, c'est-à-dire une vision plus libre et moins dogmatique des rapports entre art et philosophie. Voilà. On va prendre sous plusieurs angles. Mais avant de démarrer, il faut dire que ce soir... Nous sommes dans un décor particulier, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, donc c'est toi qui as choisi notre lieu. Nous sommes dans une œuvre d'art. Nous sommes dans une œuvre d'art, alors je ne l'ai pas choisi par hasard. Non, si, quand même. Non, enfin, mais je l'ai choisi uniquement pour des raisons esthétiques, parce que j'aime bien Friedrich et j'aime bien le côté un peu romantisme noir de ces toiles, mais pas du tout parce que j'ai envie de réfléchir ou de penser dessus. C'est vraiment le simple plaisir d'être effectivement comme un peu immergé dans un lieu qui, moi, oui, c'est mon esthétique. Donc voilà, donc c'est très subjectif, et j'aurais même pas envie de le théoriser parce que quelquefois il faut aussi prendre les choses dans la pure expérience et le pur plaisir sans chercher à penser. Donc voilà, c'était vraiment un désir de me retrouver dans ce lieu-là et de vous faire partager. Oui, mais bon, pour nous aussi c'est un plaisir parce que pour une fois on se retrouve dans une œuvre. Ah, c'est la première fois? Oui. Qu'on est dans une œuvre. Oui, on est dans beaucoup de lieux, mais c'est la première fois qu'on est dans une œuvre. Alors pour démarrer tu as dit que c'était pas une problématique, pour démarrer la démonstration ou l'argumentation plutôt, on va prendre la première image avec Joseph Kosuth. Donc peut-être avant de l'image, tu vas peut-être nous parler de Kosuth.
Alors, Qui est oui. Kossuth, tout ça? Alors, Joseph Kossuth, c'est le père, on va dire, de l'art conceptuel. Donc, c'est lui qui a lancé le concept une œuvre d'art peut délivrer une idée, elle n'est même que cela. C'est-à-dire que la fonction d'une œuvre d'art conceptuelle, c'est... alors, on abandonne l'idée d'esthétique, la recherche du beau, et on se concentre sur, je dirais même pas le message, mais le concept, c'est-à-dire l'idée qu'une œuvre d'art est censée dégager. Or, alors a priori, on ne peut pas critiquer comme ça un courant, une intention artistique, mais ça ne fonctionne pas souvent. Ça ne fonctionne pas souvent parce que le concept est un concept philosophique, c'est-à-dire une idée produite avec généralement un discours, c'est-à-dire comment un philosophe transmet une idée, il le transmet par un discours logique et avec des mots, un langage. Or, l'art, même si l'art est un langage, on aura peut-être l'occasion de le voir un peu ce soir, il est d'un langage avec ses propres formes, son propre médium. Or, se substituer à la philosophie, c'est-à-dire par le biais d'un agencement matériel d'artefacts, comme on voit, peut-être on va ensuite... on va vraiment préciser un petit peu ce qu'il y a sur l'image. Ça paraît quelque chose d'impossible. C'est-à-dire que, tout simplement, ce n'est pas le bon médium pour pouvoir sereinement exposer une idée. C'est-à-dire que l'art, pour aller vite, procède, comme le disait Deleuze, par affect. Et un affect n'est pas un concept. Un affect, c'est quelque chose qui est présenté, une représentation, mais qui agit sur un sujet, mais elle n'est pas de l'ordre de la vérité, d'une vérité abstraite, d'une vérité conceptuelle ou d'une vérité logique. Et voilà, c'est le gros problème. Il y a une confusion entre, d'un côté, la philosophie et l'art qui se veut philosophique. Ils peuvent s'échanger, mais pas se prendre l'un pour l'autre. Donc, on va revoir la photo là, pour que tu puisses un peu plus creuser encore pour les gens qui sont derrière. On va commenter. Alors, c'est pour ceux qui connaissent bien Kossuth, j'apprendrai peut-être rien. Pour les autres, peut-être que si, je l'espère. On a donc 3 éléments. On a une chaise réelle, nous avons une image de chaise et une définition de ce même objet. Alors, ça fait écho au concept platonicien, que l'on peut voir notamment dans la République, de l'idée. Qu'est-ce que c'est qu'une idée chez Platon ? C'est ce qui est réellement réel. C'est-à-dire, pour Platon, les choses matérielles ne représentent pas le concept d'une chose. Qu'est-ce que c'est qu'un concept ? C'est l'idée dont elle tient lieu. C'est-à-dire que la chaise, elle existe bien sûr matériellement, mais ce qui nous permet vraiment de la connaître, ce qui tient lieu de la définition de la chaise, donc, est l'idée. C'est une idée. Alors, chez Platon, il y a une sorte de lieu intelligible. Les intelligibles ne sont pas les objets matériels, ne sont pas les objets sensibles qu'on peut toucher, et c'est eux qui sont directement vrais, qui sont l'essence d'une chose, et c'est son idée. Or, qu'a voulu faire ici Kossuth ? Il a voulu essayer de de refaire la même chose, c'est-à-dire d'expliquer, de nous montrer un petit peu un concept. Alors, si quelqu'un explique ce que Kossuth veut faire, alors effectivement, on peut le comprendre. Même si on peut trouver ça tristement banal, parce que, ah oui, d'accord, il a voulu montrer ça. Mais le propre d'une œuvre d'art ou le propre d'un texte philosophique, chacun dans son genre, c'est effectivement d'être tout de suite dissible ou montrable, que le sens puisse affleurer. Or là, si vous n'avez pas d'explication, c'est-à-dire que si on ne vous donne pas l'explication par vous-même, vous n'allez pas effectivement comprendre qu'il met en avant les différentes réalités d'un objet. Il faut l'écrire, il faut voir l'écrire. Il faut effectivement pouvoir l'écrire. Chez Platon, par exemple, Yannick, oui, tu ne crois pas si bien dire, puisque dans la République de Platon, justement, il parle du lit, d'un exemple de lit. Donc vous avez le lit réel, matériel, vous avez l'image du lit, ce qu'un peintre peut faire, et vous avez l'idée du lit. Et pour Platon, ce n'est qu'un simulacre. Ce n'est qu'une illusion, c'est-à-dire que plus on avance vers la copie, moins le lit est réel. Ce qui est réellement réel, c'est l'idée dont tient lieu l'objet matériel. Ensuite, l'objet matériel est un petit peu moins réel, et plus on s'écarte vers la copie, c'est-à-dire vers l'illusion que le peintre représente, moins, finalement, on est dans le vrai. Platon cherchant le vrai, l'art était forcément quelque chose, pour lui, de dangereux,
Enfin, de dangereux dans le sens où quelque chose qui Ouais. nous égarait de la recherche des essences, quelque chose qui nous égarait de la réalité. Pardon. Comment il représente l'idée du lit? Parce que le lit, ça va, la photo du lit, ça va, la peinture du lit, ça va, mais l'idée du lit. Alors justement, comment on peut comprendre ce qui fait qu'on comprend chez Platon et pas quand on voit comme ça cette œuvre in abrupto devant nous, c'est que Platon l'explique dans un langage, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le concept des mots, c'est-à-dire que effectivement un mot renvoie à une définition Voilà. et le concept se laisse dire, le concept se dit. Le Ok. concept ne se montre pas. Et c'est là où on voit qu'il y a l'idée, effectivement, on sent que c'est davantage l'idée d'un courant d'artistes qui cherche à se singulariser. C'est-à-dire, on est vraiment maintenant dans les années 50. Je ne suis pas historien de l'art, mais pour en dire deux mots, on est dans le renouvellement des avant-gardes. Et c'est la nouveauté. Et d'ailleurs, ça n'a pas quitté encore une certaine manière de faire de l'art contemporain. Il faut toujours étonner, aller plus loin, proposer quelque chose, même si cette chose n'a pas de fondement. Donc, effectivement, la forme est là, mais le fond ne fait pas sens. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas exploitable comme tel. C'est superficiel, et on pourrait dire que presque c'est de l'art gadget. Voilà. Ok. Ah, bah alors déjà, on peut Bon. peut-être... Alors, on va Directement. peut-être te proposer une petite pause musicale. Alors, c'est toi qui Juste as pour un peu choisi. digérer tout ça, déjà. Oui, alors... Donc, on t'a demandé de nous donner des musiques ou des clips que tu voulais voir. Et donc, alors, tu as choisi Léo Ferré. J'ai là, choisi on va- La solitude de Léo Ferré. Là, encore une fois... Tu nous expliques pourquoi? Ben, justement, non, j'ai pas Non, voulu... t'as pas voulu. Mais Bon, bah, c'est- J'ai pas voulu faire quelque chose vraiment en lien. Je voulais au contraire des pauses musicales. Moi, j'aime bien quelquefois que Plus la pensée prenne posée. des pauses et que... Alors, La peut-être que pause, certains quoi. trouveront des liens, mais la pause restera C'est la pause. pause. Voilà. Parfait. Donc, bon, on se retrouve bientôt. Je suis d'un autre pays que le vôtre, d'un autre quartier, d'une autre solitude. Je m'invente aujourd'hui des chemins de traverse. Je ne suis plus de chez vous. J'attends des mutants. Biologiquement, je m'arrange avec l'idée que je me fais de la biologie. Je pisse, j'éjacule, je pleure. Il est de toute première instance que nous façonnions nos idées comme s'il s'agissait d'objets manufacturés. Je suis prêt à vous procurer les moules, mais la solitude. La solitude. Les moules sont d'une texture nouvelle, je vous avertis. Ils ont été coulés demain matin. Si vous n'avez pas, dès ce jour, le sentiment relatif de votre durée, il est inutile de vous transmettre. Il est inutile de regarder devant vous, car devant, c'est derrière. La nuit, c'est le jour. La solitude. La solitude. La solitude. Il est de toute première instance que les laveries automatiques au coin des rues soient aussi imperturbables que les feux d'arrêt ou de voie libre. Les flics du détersif vous indiqueront la case où il vous sera loisible de laver ce que vous croyez être votre conscience et qui n'est qu'une dépendance de l'ordinateur neurophile qui vous sert de cerveau. Et pourtant... La solitude. La solitude! Le
désespoir est une forme supérieure de la critique. Pour le moment, nous l'appellerons bonheur, les mots que vous employez n'étant plus les mots, mais une sorte de conduit à travers lequel les analphabètes se font bonne conscience. Mais la solitude... La solitude, la solitude, la solitude, la solitude! Le code civil, nous en parlerons plus tard. Pour le moment, je voudrais codifier l'incodifiable. Je voudrais mesurer vos danaïdes démocraties. Je voudrais m'insérer dans le vide absolu et devenir le non-dit, le non-avenu, le non-vierge, par manque de lucidité. La lucidité se tient dans mon froc. Voilà une petite pause Bien sympathique. sympathique. Alors on va repartir avec la philosophie. Repartons. Alors repartons sur les chemins de la philosophie. Alors on voudrait te poser cette question. Comment fonctionne une idée de l'art? Tu veux dire une idée de l'art. Ouais. Comment finalement la philosophie et l'art peuvent échanger finalement. Voilà. Parce qu'on vient de voir que ça fonctionnait pas quand chacun se trompait de rôle, mais comment il peut y avoir rapprochement, comment il peut y avoir finalement entente. Alors là, j'ai choisi de vous parler de Hegel. Je ne suis pas très hegelien, mais bon, ça fera plaisir peut-être à certains amis. Il faut bien le citer quand même. Il faut bien le citer de temps en temps. Comment fonctionne une idée? Alors, chez Hegel, par exemple, bon, je ne vais pas rentrer dans le vif du système hegelien qui est assez corsé, on va dire. En deux mots, chez Hegel, l'esprit, ce qu'on appelle l'esprit avec un grand E, investit différentes formes, l'art, la religion, la philosophie, jusqu'à finalement ne faire qu'un avec le monde. Et chacun de ces passages est un moment qui est lui-même lié au fil d'un autre moment, ce qu'on appelle le moment dialectique chez Hegel, et comment l'art, à un moment, est l'expression de l'esprit. Donc ça, voilà un exemple d'un philosophe encore qui utilisait l'art pour effectivement faire fonctionner sa philosophie. Et ce qui est intéressant, ce qu'on peut retenir de ça, si on enlève un petit peu on va dire peut-être le côté un petit peu trop chrétien, trop orienté hegelien, c'est comment une idée s'incarne dans une œuvre d'art. C'est-à-dire à un moment, comment une surface sensible, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art, prenons un tableau par exemple, c'est des formes, des couleurs, et à l'intérieur desquelles on peut capter une idée. Comment une idée est encapsulée à l'intérieur d'une œuvre d'art. Comment finalement l'œuvre d'art exprime quelque chose d'autre qu'elle-même, tout en étant elle-même. Puisque bien sûr, à moins de croire, comme je sais pas, certains spiritualistes, que les idées fonctionnent en dehors des œuvres, là, il s'agit de voir comment l'idée, bien sûr, n'appartient qu'à l'œuvre. Mais comment, tout en appartenant qu'à l'œuvre, elle est quand même quelque chose qui transcende le tableau, en quelque sorte. Ou qui fait le tableau plutôt, qui ne fait qu'un avec la matière sensible qui l'accueille. Alors, pour illustrer, tu as choisi une photo qui s'appelle Le Cri de Munch, tout le monde connaît, enfin presque tout le monde. Donc, on va te laisser continuer. Alors, effectivement, le Cri d'Edvard Munch est très très connu. Alors, pourquoi je l'ai choisi? Parce que ce qui est intéressant dans cette toile, peut-être qu'on peut la remettre un petit peu. Ouais, merci.
ça appartient, hein, c'est on va dire le père de l'expressionnisme. Oui. Mais qu'est-ce qu'on voit finalement? On voit donc un personnage angoissé qui se tient la tête, et c'est une expérience que Munch a eue quand il était jeune sur un pont donc j'ai plus le nom de l'ancienne capitale d'Oslo, on l'appelait, voilà, bref, j'ai plus le nom, Christiania. Donc il a une espèce de malaise, bouleversement existentiel, et qu'il a rendu lui-même dans cette peinture. Donc finalement, le personnage enserré, enserré dans ses couleurs et dans ses formes, où le monde semble s'évanouir autour de lui, qu'est-ce que ça exprime? Ça exprime effectivement l'idée d'angoisse, l'idée que l'homme est un être éternellement souffrant, l'idée effectivement de la condition humaine, de la souffrance intellectuelle, de la sensibilité de l'homme face au monde. Et effectivement, cette idée, alors c'est là où on peut rentrer techniquement, elle n'existe que par la forme sensible qu'il apporte. C'est-à-dire que la peinture est tout entière tournée pour incarner l'idée. C'est-à-dire que l'idée s'incarne dans une forme, alors bien sûr, ça peut provoquer une esthétique, mais là, c'est pas tellement ça qui est intéressant, c'est pas tellement l'idée d'esthétique. Si, bien sûr, on s'intéresse au prisme hegelien, bien sûr, mais avec d'autres théories, ou même un simple regard esthétique, on va avoir d'autres plaisirs à apprécier cette œuvre. Mais d'un point de vue, tu me posais la question comment une idée fonctionne avec l'œuvre d'art, comment elle peut s'agencer, et c'est vraiment cette idée que, voilà, comment la forme sensible rend possible une idée qui n'existe pas indépendamment de la forme. C'est-à-dire que, paradoxalement, l'idée, elle a une réalité, mais sa réalité, on ne peut pas la trouver en dehors elle trouve elle est avant, finalement, elle existe avant, mais au niveau de l'être, mais elle s'incarne dans le sensible, dans une forme. Donc effectivement, ça c'est comment l'art abrite quelque part le spirituel ou l'intellectuel. Voilà un exemple. Oui, et tu disais que ça marchait aussi dans le cinéma. Tout à fait, bien sûr. Alors de manière d'ailleurs différente, mais on a également dans le cinéma ce même rapport à la littéralité, puisque c'est ça dont il s'agit, c'est-à-dire comment finalement un sens littéral et un sens entre guillemets second ne font qu'un. C'est ce qu'on a vu avec la toile de Munch. On a exactement le même type de rapport dans le cinéma, puisque l'image cinématographique ne renvoie pas à un au-delà. C'est-à-dire que les deux réalités, c'est-à-dire ce qui est représenté et ce qui représente, ne font qu'une seule chose, qu'une seule et même chose. Et ce qui est intéressant dans le cinéma, c'est que tout en faisant une seule et même chose, on peut très bien tout de même passer à côté. Tout comme on peut très bien ne passer à côté de l'idée de... en fait, c'est ça. Alors, il y a plusieurs des amis qui étaient allés à Oslo, à la National Gallery, et apparemment on dit Munch. Voilà. Donc c'est pour ça que je le dis. C'est pour ça que je le dis. Donc on va dire que c'est une source de première. D'ailleurs, on a vu un très beau film. Alors, par rapport... Oui, c'est vrai. Très beau film sur la vie de... La vie d'Edouard Munch, de Peter Watkins. Voilà, qui était un dure 3h30. 3h30, mais effectivement, qui montre... À regarder. Voilà, je vous le conseille. Alors, on va peut-être... On va directement passer l'extrait, et puis de toute façon, je vais le commenter. Voilà, avec... mini-extrait. Alors, c'est mini, ça dure 30 secondes. Alors, je présente comme... c'est la fin de l'Aventura d'Antonini. Donc, c'est le... des plans de fin, ça dure 30 secondes. Voilà. Et voilà, je vous laisse découvrir le plan. Extrait, et on en parle après. Voilà. Alors, je vois du direct. Ouais, voilà. Lily a une crise de fou rire terrible. Il faut dire qu'une guêpe l'a piqué, puis elle préfère en rire qu'en pleurer, c'est ça? Oui, c'est sûr. Non, oui. Parce que
C'est très gai ce qu'on vient de Oui, voir oui. en fait. Oui, c'est pas du tout gay. Ouais. C'est pas du tout gay. Alors, en contexte, l'histoire, donc, je raconte pas l'histoire du film, mais ce qui s'est passé juste avant. Sandro a trompé, j'ai un trou de mémoire, je ne me rappelle plus comment s'appelle l'héroïne, mais il a trompé sa compagne. Et au petit matin, donc il pleure, seul sur un banc, et elle vient le rejoindre, elle lui caresse les cheveux. Donc on pourrait en fait se dire, bon voilà, le film finit comme ça, Et on tout va resterait bien, dans, quoi. dans le littéral. Ouais. Alors Non, que on pourrait pas savoir si tout va bien. Oui. On pourrait juste voir un premier niveau de sens Suggéré, ouais. on pourrait voir, à la limite, l'image montre quelque chose, mais elle montre pas, on pourrait passer à côté de ce qu'elle montre plus profondément. Mhm. Et ce qu'elle montre plus profondément, c'est qu'elle renforce effectivement le côté dramatique de la scène, avec ce fameux mur qui bouche l'horizon, on pourrait dire qui split l'écran Ouais. aujourd'hui, hein, qui se trouve là à droite de la vue que contemple le couple. Et finalement, à quoi sert ce mur? Est-ce qu'il a été mis au hasard? Non, il n'a pas été mis au hasard. C'est qu'on ne sait pas comment finit l'histoire, puisqu'on les voit, apparemment, elle lui passe une main dans les cheveux, donc elle aurait tendance à lui pardonner son incartade. oui, Mais il y a toujours le mur. il y a toujours le mur, effectivement. Et le mur, qu'est-ce qu'il appelle? Il appelle l'idée que leur vie de couple sera dorénavant certainement toujours orageuse. Il y aura toujours quelque chose qui viendra masquer leur rapport, qu'il y aura toujours cette ombre et cet avenir incertain, cet avenir qui fait que... Qui est bouché en fait. Bouché C'est ça, qui est bouché. Alors, par le mur. et donc, on voit bien que là, le mur s'insère complètement, le mur s'insère dans le plan. C'est-à-dire que, paradoxalement, c'est pas à un niveau de sens supplémentaire qu'on aurait mis de manière abstraite. Il fait complètement partie de ce plan littéral, c'est-à-dire du plan tel qu'on nous le montre, mais en même temps, il donne une signification supplémentaire. C'est-à-dire qu'il vient renforcer. Et donc, quand on parlait de langage au tout début de l'émission, quand je vous disais là où il y a le problème entre art et cinéma, entre art et philosophie, voilà un exemple. C'est que l'art a un langage, mais qui ne s'exprime pas du tout sur la forme d'un concept. Cette idée, elle est plutôt suggérée, elle est montrée, mais elle n'est pas C'est pas conceptualisée. conceptualisé, Elle laisse- on le voilà. voit. On le voit, On le voit. c'est-à-dire qu'on voit, et Maintenant, c'est à après, nous de comprendre. Après, chacun, effectivement, on peut interpréter. Est-ce voir, qu'on peut interpréter. effectivement interpréter? Est-ce que finalement le réalisateur veut nous montrer que sur l'amour en général, il y a toujours cette part d'ombre? Est-ce que c'est uniquement pour les deux personnages? C'est-à-dire qu'on n'est pas renvoyé à une signification univoque. Et c'est pour ça que l'art et la philosophie ne peuvent pas s'échanger. Ils peuvent échanger, mais ils ne peuvent pas échanger leur propre médium d'intelligibilité, si je peux dire. Et donc voilà, une nouvelle manière effectivement d'exprimer une idée dans l'art, mais par les moyens propres de l'art. C'est-à-dire que là, la philosophie, paradoxalement, est inutile. On peut faire la philosophie sur le cinéma, on verra après comment on va Oui, faire. Mais dans le cas présent, l'art s'autosuffit, s'autocontient. Quelque part, l'idée s'autocontient, elle est contenue tout entière dans le plan, sans être d'une autre essence. Et donc, voilà. Alors, on peut passer aussi sur une autre façon de stimuler la philosophie, c'est les types de plans de pensée dont on avait parlé. Oui, Tu alors voulais- complètement. C'est-à-dire que, oui. Bien nous expliquer. Voilà. Alors, oui. Voilà, parce que c'est Oui, assez compliqué. Non, mais bien sûr, là, Pour nous. parce que franchement, passer effectivement de l'idée Mais on a encapsulée, compris quand même. qui était assez simple, mais oui, je sais que vous l'avez compris, mais directement, sans transition, je Ouais. pense que ça fatiguerait nos auditeurs, et je les comprends. Bah, je ne pense, ils sont peut-être pas fatigables à ce point-là, Donc, mais oui. nous, on a déjà préparé l'émission, donc on sait. Oui, vous savez, voilà. On a eu oui, le temps comme- de mûrir ce que tu nous as expliqué, alors on va y aller tout doucement. On va y aller Voilà, tout doucement. on ne va pas trop. On va y aller tout doucement. Alors, depuis le début, on voit bien que justement, on n'est pas dans un rapport concept, on n'est pas dans ce rapprochement impossible concept affect. Mais on s'intéresse quand même à la manière dont l'art et la philosophie peuvent dialoguer. Donc on vient de le voir avec l'idée, et on peut le voir maintenant avec cette question de plan. Alors ça, il faut que j'explique un petit peu. Oui, Oui. c'est ça. Hein, c'est intéressant. Vraiment. Alors, les questions de plan, on doit ça à un philosophe qui s'appelle Gilles Deleuze, qui parle... Deleuze. Oui, j'aime beaucoup Deleuze, surtout que c'est l'ami des artistes, on va dire. Oui. Et si je l'emploie aujourd'hui, c'est que, justement, quand on s'intéresse à une manière non conventionnelle, non scolaire d'étudier les rapports de la philosophie et de l'art,
c'est vraiment le philosophe qui est un philosophe contemporain. Enfin, il est mort il y a peu de temps, mais il est, on va dire que c'est le philosophe des artistes. Les artistes qui essaient de penser un petit peu l'art s'intéressent beaucoup à Deleuze parce qu'il est très très ouvert, il a permis de donner des clés de lecture pour renouveler un petit peu l'interrogation pensée-art. Donc voilà. D'ailleurs, il y a les fameux abécédaires de Deleuze qui est vraiment très bien pour ceux qui veulent découvrir le philosophe. Qui est vraiment très bien fait. Oui, très très bien fait, ouais, complètement. Et voilà, bonjour Gilles. Bravo. Ah ben voilà Deleuze. Ouh là, Mika, le bravo. le voilà. Et donc, alors Deleuze distingue deux plans de pensée. Le premier, ce qu'il appelle le plan de transcendance. Alors la transcendance, transcendance, ça veut dire qu'il vient du haut, un principe supérieur. Dieu est transcendant à l'homme, par exemple. Donc la transcendance, la transcendance, c'est vraiment la philosophie qui cherche à s'intéresser au rapport qui unit l'homme, par exemple, avec quelque chose qui le dépasse, avec une réalité qui le dépasse. C'est-à-dire, le plan de transcendance s'oppose, si vous voulez, au plan de nature. Par exemple, la surnature, Dieu n'est pas à mettre sur le même plan que le plan matériel, que le plan du monde matériel. Donc, c'est les philosophes qui pensent sur le plan de transcendance, nous dit Deleuze, sont les philosophes qui font une distinction entre deux mondes. Et l'art peut manifester, par exemple, une expression de la divinité ou de force qui dépasse l'homme. Le plan d'immanence, maintenant. Alors, l'immanence, contrairement à la transcendance, c'est qui a son principe en soi. C'est-à-dire, la nature est immanente, puisque elle ne prend pas l'herbe pousse, par exemple, par rapport à un principe naturel qui n'a pas besoin d'une explication logique dans une surnature. Voilà, c'est qui a son principe en soi. Et donc ça, effectivement, quand on pense dans un plan d'immanence, c'est qu'on ne distingue pas différents plans de pensée. C'est-à-dire que matière, concept et pensée sont sur un même plan. Alors le plan de nature, notamment, une autre manière de parler du plan d'immanence dont Deleuze parle, c'est un plan sur lequel les rapports intellectuels, les rapports de pensée, et les rapports matériels de nature, les forces, tout est sur un même plan. Donc, si vous voulez, on est sur une sorte de verticalité. D'horizontalité. D'horizontalité. La verticalité, ça serait la transcendance. Vous avez bien suivi. C'est là, je vois où t'as bien suivi. Et de fait, les expériences qu'on peut avoir, esthétiques ou autres, ou même avec l'ontologie, avec un questionnement sur l'être, sur l'être de la nature, un questionnement métaphysique, ne se fait pas sur un plan transcendant. Et je vous ai sélectionné. Oui, on exemplifie ça dans l'art. Voilà, on a la photo d'abord. Alors, la 3, voilà. Alors, c'est Gregorio di Chirico. Di Chirico, donc la peinture métaphysique de Chirico. Donc, vous voyez, donc effectivement, alors rapidement, pourquoi on appelle ça peinture métaphysique ? Ces lumières, ces jeux d'ombre et de lumière, ces personnages qui sont toujours comme au cinéma avec un plan large, ils apparaissent dans le lointain, comme si finalement il y avait une force qui se manifestait sur eux, ces statues, ces ombres, ces monuments, c'est-à-dire que là on est vraiment dans un plan où on voit l'homme perdu quelque part un petit peu dans le réel et surtout en proie à un réel peut-être supérieur. Et là, ça rejoint la verticalité. On est complètement dans la verticalité et on est effectivement dans un rapport métaphysique, c'est-à-dire de recherche sur l'être des choses, ontologique, c'est-à-dire sur ce qui est, mais plutôt dans un prisme métaphysique vertical. Oui. Et la photo d'après, donc, c'est Spielert. Léon Spielert, donc c'est un peintre belge du XXe siècle. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Voilà. Et si vous avez l'occasion d'aller à Bruxelles, vous pouvez en voir quelques-uns, mais je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. Il y en a un ou deux au musée d'art moderne, je crois. Mais je vais peut-être dire des bêtises parce que la dernière fois il était fermé, je voulais retourner les voir. Et il était prêt. Voilà. Mais alors, regardez. Alors là, oui. Là, c'est la. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est aussi dans quelque chose de métaphysique. Pourquoi ? On est on est dans ce rapport d'infini aussi. Dans le premier tableau, il y avait aussi ce rapport d'infini. On sentait vraiment qu'on n'était pas cloisonné dans quelque chose. Il y a quelque chose de ferme. Il y a quelque chose comme une puissance qui appelle plutôt l'infini, c'est-à-dire qui se réclame de l'infini, qui plane au-dessus des témoins humains.
Alors que là, avec cette ligne qui n'en finit pas, on dirait d'ailleurs, ça me fait penser à un plan d'un film de Fulci, L'Adila, où il y a cette même idée sur une route comme ça qui ne semble ne plus finir, et avec une femme en voiture, bon bref. On voit que cette femme, qui est en bout de parcours, est comme finalement dans quelque chose, dans une nature, mais une nature qui est déjà métaphysique, c'est-à-dire une nature qui ne semble ne pas finir, une nature qui n'est pas close sur elle-même, mais elle est incorporée dans cette nature. C'est-à-dire que, déjà, regardez, le tableau n'a pas été peint avec des hauteurs, le ciel est très très bas, c'est-à-dire que tout est ramassé, tout est ramassé, et pourtant tout s'étire. Elle fait partie, elle a une dynamique qui l'entraîne effectivement vers une sorte de ligne de fuite, vers cette ligne d'horizon, et donc elle fait partie intégrante de cette nature qui pourtant résonne comme avec un écho métaphysique, mais elle n'en est pas exclue. Elle participe de l'intérieur à ce monde, si on peut comparer les peintures à des mondes, c'est ce qu'ils sont, paradoxalement. C'est-à-dire, on crée un monde. Quand un artiste, c'est Goodman qui disait, Nelson Goodman, un philosophe américain, dans Manière de faire des mondes, comment finalement on peut voir l'expression finalement d'un monde. Il y a des mondes artistiques, des mondes scientifiques, bref. Et une peinture peut être un monde. Et là, on voit vraiment justement cette distinction entre cette fusion dans un monde horizontal et au contraire cet abandon, ce vertige qu'on a à se retrouver avec la peinture d'avant dans un monde. Alors, on a fait un petit montage où on a mis les deux tableaux côte à côte pour qu'on voit bien les histoires de... Voilà. Donc, évidemment, les proportions ne sont pas les mêmes, mais bon, on a fait ce qu'on a pu. Oui, non, mais c'est très bien. Et puis là, je vois d'autres choses qui apparaissent encore. Alors, dis-nous tout. Ne serait-ce que là aussi la verticalité des bâtiments. Regardez. Oui. C'est cette impression aussi que qu'est-ce que c'est pour Deleuze qu'un plan de transcendance? C'est un plan d'organisation. D'organisation, c'est-à-dire que s'organise effectivement une architecture, s'organise tout en fonction, par exemple, d'un dieu. Là, on imagine des bâtiments, et même si c'est pas des dieux, c'est des magistrats, des choses comme ça, c'est du pouvoir, c'est des choses qui viennent du dessus. Donc on voit un monde organisé, on voit un monde effectivement avec des structures matérielles, au sens où il y a toute une... où le sens est déjà donné dans une architecture qui peut être en même temps divine, autant que laïque. Le monde est déjà prisonnier d'une structure. Alors que là, le monde à droite, le tableau de Spilert, la femme se promenant sur la digue, le monde est libre. C'est-à-dire que c'est pas un monde urbain déjà, donc on peut penser un peu à un plan de nature, et un monde qui, au contraire, qui n'est pas enfermé. N'est pas bouché. Qui n'est pas bouché. Là, on dirait au cinéma, si j'osais, alors que j'ai employé des termes cinématographiques sur les tableaux, excusez-moi, mais j'ai davantage une culture cinématographique qu'une culture artistique, et je pense davantage avec le cinéma qu'en termes purement picturaux. C'est pour ça que je dirais que on est quelque part dans un huis clos et on est plein champ, c'est-à-dire qu'on n'imagine pas le hors-champ à gauche, alors qu'à droite, c'est finalement, on imagine la manière d'ailleurs dont partent les lignes qui sont pas encore évasées en avant-plan, nous montre qu'il y a quelque chose qui est avant. Voilà. Donc une sorte d'avant-champ. Donc on voit qu'effectivement cette chose qui ne se termine pas. Et les deux peintres ont un peu joué pour nous laisser comprendre ou nous laisser voir, puisqu'il y en a un qui appelle la femme sur la digue et l'autre Piazza d'Italia. Alors, donc, à nous de faire, quoi. Oui, mais à nous de faire. Mais alors, c'est ça qui est intéressant dans l'art, c'est que à quoi reconnaît-on le grand art? C'est ça, Le grand art, on le reconnaît à des... Qu'est-ce que fait qu'un artiste? Il pense, bien sûr, il y a une pensée. Un artiste, ça pense, bien entendu. Mais ça pense pas avec une intention conceptuelle derrière. Voilà. C'est-à-dire qu'il pense par des affects, par des percepts, des perceptions. Et à la limite, l'interprétation, il la laisse à d'autres. Voilà. Il la laisse à d'autres. C'est-à-dire que lui, il nous donne un condensé d'affect avec quelque chose, avec un sens. Mais ce sens n'est pas aussi rigoureux qu'un concept qui cherche à administrer une idée de manière très très logique. Et c'est ça qui est intéressant. Après, chacun s'accapare, mais attention, c'est qu'on ne peut pas non plus dire n'importe quoi. Oui. C'est-à-dire que, parce que, et là on peut revenir sur l'art conceptuel, où
vous savez, les grosses thèses actuelles, ah oui, de toute façon, nous on a fait quelque chose, c'est à l'artiste, au public de dire quelque chose, de compléter le tableau. Et ça, c'est vraiment, excusez-moi l'expression, du foutage de gueule. Parce que bien mais sûr. Mais là, on est déjà sur quelque chose de complètement différent. Oui, effectivement. Mais bien sûr qu'on complète un tableau, mais on complète un tableau par rapport à une base qui est déjà là. Voilà. On ne peut pas faire dire à un tableau ce qu'il ne dit pas, ce qu'il ne montre pas. Déjà, et puis il faut avoir quelque chose. Bien sûr, il faut qu'il y ait déjà effectivement un sens, au moins une idée dans le tableau. Et on ne peut pas dire, par exemple, quelqu'un qui inverserait les rapports que j'ai inversés, ça peut être défendable, mais déjà, ça serait déjà plus difficile, ne serait-ce que par rapport à la verticalité, à l'horizontalité et ce genre de choses. Donc, voilà, il y a une pensée dans un tableau, mais celle-ci ne s'exprime pas, encore une fois, comme dans un concept philosophique. Ben, je te propose encore une petite pause musicale, si tu veux. Bien volontiers. C'est lui qui a choisi. Finir ta bouteille d'eau. Alors, ben, oui, c'est toujours toi. Oui, c'est toujours moi. Alors, Les Dingues et les Paumés de... Non. Ah oui, pardon. Excuse-moi, je ne veux... De Thiéphène. De Thiéphène, oui, voilà. C'est ça. De Thiéphène. Alors, tu sais découvert. Se change en revolver et s'invite à calter en se gueulant comme les dingues et les poupées se cherchent sous la pluie et se font boire le sang de leur vision perdue. Et dans leurs yeux mescal masquant leur nostalgie, ils voient se dérouler la fin d'une inconnue. Ils voient des rois fantômes sur des flippers en ruine, crachant la folie de leur nuit métropole. Croient voir venir Dieu, ils relisent leurs lignes et retombent dans leurs bras glacés de baby doll. Les dingues et les poumées se traînent chez les Borgia, suivis d'un vieil écho jouant du rock'n'roll, puis s'enfoncent comme des rats dans leur banlieue by-night, essayant d'accrocher un regard à leur cou. Et lorsque leur toumba joue à guichet fermé, ils tournent dans un cachot avec la gueule en moins et sont comme les joueurs courant décapités, ramasser leurs jetons chez les dealers du coin. Les dingues et les poumées s'arrachent leur placenta et se greffent un pavé à la place du cerveau, puis s'offrent des migales au bout d'un bazooka, en se faisant danser jusqu'au dernier mammouth. Ce sont des loups frileux au bras d'une autre mort, piétinant dans la boue les dernières fleurs du mal. Ils ont cru s'enivrer des chants de mal d'aurore, et maintenant ils s'écroulent dans leur ombre animale. Les dingues et les paumées sacrifient Don Quichotte sur l'autel enfumé de leurs fibres nerveuses. Puis ils disent à leur reine en riant du boycott: la solitude n'est plus une maladie honteuse. Reprends tes valkyries pour tes valseurs maso. Mon cheval écorché m'appelle au fond d'un bar, et cet ange qui me gueule: viens chez moi mon salaud, m'invite à faire danser l'aiguille de mon radar.
Alors, nous revoilà, Arnaud. C'est curieux comment on disparaît, on apparaît. On était là, on n'est plus là. Alors là, on va te poser cette question. Qu'est-ce que fait voir l'œuvre d'art ? Alors oui, parce que j'ai essayé d'inscrire un peu mon intervention sur une continuité dans ce que permet l'œuvre, dans les rapports de l'œuvre et de la philosophie. Et après avoir vu le plan, hein, comment l'œuvre donne accès finalement à des plans de pensée, j'aimerais m'intéresser au visible et même précisément à l'invisible, parce que, sans mauvais jeu de mots, ce qu'elle donne à voir, c'est peut-être ce qui ne se voit pas. C'est-à-dire comment interroger finalement la part du non-voyant dans une œuvre d'art. Comment l'œuvre d'art fait voir quelque chose qui n'apparaît pas, qui n'est pas visible. Et là, on est encore dans un rapport différent de la... Qu'est-ce qui se manifeste dans une œuvre d'art ? Alors, je vais commencer par présenter peut-être... pour passer directement... Oui, est-ce que tu veux qu'on présente les... Oui. Non, avant. Est-ce que tu veux qu'on présente les autoportraits ou est-ce que tu veux parler les autoportraits. C'est ça, j'allais présenter rapidement les autoportraits. Alors on va mettre la photo des 3 études pour un autoportrait de Bacon. 3 études pour un autoportrait de Francis Bacon. Alors là, j'emprunte encore, là, c'est une idée qui n'est pas de moi aussi. Faut toujours par honnêteté intellectuelle, quand on a des idées qui viennent de soi, il faut le dire, il faut jamais, faut toujours rendre justice, hommage, voilà. À ceux qui ont trouvé, oui. Et là, c'est encore Gilles Deleuze, qui dans Logique de la sensation, un ouvrage consacré à Bacon, dit la chose suivante. Qu'est-ce qui est frappant dans les portraits de Bacon, hein, on va essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est. Est-ce qu'on voit des monstres, la tératologie, la science des monstres, la souffrance, enfin il peut y avoir plusieurs interprétations. Et Deleuze dit, mais non, vous n'y êtes pas du tout. Ce que Bacon montre, c'est des forces. C'est-à-dire, c'est l'effet des visages sous l'effet d'une force. C'est-à-dire des flux, même tout simplement comme en classe de physique, quand on apprend les vecteurs de force, ce que c'est qu'une force, etc. Donc, des visages déformés par des forces, et il rend visible, paradoxalement, ce qui déforme, c'est-à-dire la force. C'est-à-dire, alors on va, après, tout au long des extraits, leur donner un nom, c'est-à-dire les exemplifier, les rendre concrètes, ces forces. Mais c'est cette idée, effectivement, de rendre invisible, en fin de compte, les forces qui jouent sur les corps. Hein. On est quand même des êtres de matière, et que ce soit de toute façon des affects, des forces qui jouent sur les pensées, qui rendent tristes. Ça pourrait être la douleur, ça pourrait être comme force. Ça pourrait être la douleur, ça pourrait être la tristesse, ça pourrait être effectivement les transformations qu'on a en permanence avec le réel. Oui, ce qui nous de l'intérieur, de l'extérieur. Alors bien sûr, ça va prendre peut-être un peu au sens métaphorique, mais c'est montrer que finalement, un corps ça bouge, un corps c'est en mouvement. Et on voit toujours le corps qui change, mais pas ce qui le fait changer. C'est cette idée-là, en fait. Donc, qu'est-ce qui peut faire changer un corps, à part ce qu'on vient de dire, mais il y a alors, qu'est-ce qui peut faire changer ? Alors, beaucoup de choses. précisément, la vieillesse, mais l'intérêt, c'est pas tant ce qui fait changer le corps que ce qui le fait changer. On voit souvent comme sujet, justement, dans un film, dans un tableau, le corps vieillissant, par exemple, la personne joyeuse. C'est-à-dire que c'est le sujet qui est représenté. Oui. Or, Deleuze n'étant pas un philosophe du sujet, c'est-à-dire qui part de l'individu conscient, mais un individu qui part effectivement du plan de nature sur lequel se heurtent des tas d'éléments. Et on va peut-être prendre l'exemple avec le film suivant, justement. Alors, Husband. Si on peut alors, je vais vous en parler peut-être un petit peu. Tu peux en parler un petit peu avant. John Cassavetes, c'est donc le réalisateur de Husband, on peut dire vraiment un très très bon réalisateur du cinéma indépendant des années 70, montre dans ses films, alors ça c'est rendons à César ce qui est à César, c'est à partir de Deleuze, j'ai vu que ça fonctionnait effectivement, cette idée prise par Deleuze, je l'ai exploitée après pour d'autres choses, et voilà, donc... Et on voit souvent des couples qui se déchirent, des scènes interminables entre les gens, etc. Et, alors, on peut expliquer psychologiquement, est-ce que c'est des rapports psychologiques, est-ce qu'on est là finalement à voir des individus qui vivent des vies, etc. En fait, non, en fait c'est la vie elle-même.
que montrent les films de Cassavetes. La vie elle-même, c'est-à-dire que les gens qui rigolent, les gens qui pleurent, les corps heurtés dans l'espace, c'est les corps, justement, qui se modifient sous l'apparence des chocs émotionnels ou autres. Et ce qu'on montre, c'est pas tant des personnages, parce que les scénarios sont assez simples. Dans Earthbound, c'est trois amis, 3 quadras qui décident de partir un petit peu faire la fête. Ils ont enterré un de leurs amis, donc ils se remettent en question, mais c'est pas tant la crise existentielle qui est montrée, que finalement, toute cette puissance de vie, et tous ces flux qui passent entre les individus. Et c'est ça qui fait la véritable force de ce cinéma, qui est un cinéma très heurté, Cassavetes filme de manière très très... à son époque, on ne le considérait pas comme un grand cinéaste, tellement il s'est éloigné des canons. Et aujourd'hui, maintenant, il est reconnu. Mais c'est ça, l'intérêt c'est pas tellement les personnages, mais ce qui se passe entre eux. Et les vecteurs de force qui passent entre eux. Alors on va un extrait de... C'est une bande-annonce, parce que justement... c'était intéressant de voir justement... Alors c'était plus intéressant de voir la bande-annonce qu'un extrait, parce que justement, comme c'est pas un film classique, et que l'intérêt n'est pas tant dans un plan, mais plutôt dans cette succession de plans et dans ce rythme qui énerve tout le film, parce que c'est vraiment tout le film qui est traversé, je pensais que la bande-annonce était plus explicite pour essayer d'exemplifier ce que je disais. Pour illustrer ce que tu viens d'expliquer. Give me a dime, Archie. Call my wife and tell her about my friends. What did you do, darling? Went to a funeral. How was it? Marvelous. How's that for a 2-day venture? Good morning, Mr. Zip Zip Zip. Where'd your haircut just as short as mine? Good morning, Mr. Zip Zip Zip. Where'd your haircut just as short as mine? Husbands is what wives don't know, only suspect, and have never understood. Until John Cassavetes made a film which Time magazine calls one of the best movies anyone will ever see. Harry. Boy, I don't have any of those masculine pretensions, that the man has to run things. I don't believe that's necessarily true. I mean, if a woman has a brain, give her the opportunity to use it, along with other parts. Archie. There are these 2 guys. There's 2 guys. And they want me to do this thing. Certainly don't. We'll call the manager. You're not going to believe this. I'm looking for a woman. Gus! I looked into your eyes, I saw it right away. I could drink you under the table. Bet you couldn't. Husbands. 3 guys named Harry, Gus, and Archie, who go to their best friend's funeral and fall in love with life. You have to be free. You have to be an individual. Well, I'm not going home. If my wife opens her mouth to me about anything, I finish that fast. I'm going to get very drunk. I'm not going to shower for her. If I want to stink, I'll stink. Like I've been telling my wife for years. Aside from sex, I like you guys better. The New York Daily News calls Husbands superlative, 4 stars, highest rating. The Ladies' Home Journal says Husbands is one of the year's finest films. It should become a screen classic, says the Los Angeles Herald-Examiner. And Life magazine says Ben Gazzara, Peter Falk, and John Cassavetes give the performances of their lives. I'm gonna call the police on him! You'll call the police? You're going to call the police? I know how to get to you. I know how to get to you. Harry! I know how to get to you. Don't hurt my mother! Get out! It was just Kiss her. I'm telling you, I'm gonna fuck her. Where's the warm? Where's the warm? Do it better. Do it better. I'll take off my clothes if you do it better. That's how much I Take want. off your clothes. No, I don't want you to take off your clothes. I'll take off my clothes. I don't. Here they come, baby! Here they come! The werewolf is attacking. Just 1 kiss for my mother. Get off me! 1 kiss. Chuck! I can't help Get it. off! Archie! Harry! Oh, Gus! Nobody calls me. You're amazing! He's amazing! You are amazing!
Harry, I must be crazy because I have three of the loveliest ladies you have ever seen in your life. Harry, Gus and I had a talk. Yeah. What? We're going home. Show me the way to go home. Yeah. Gazzara, Falk, Cassavetes, Husbands, a comedy about life, death, and freedom. Alors, je trouve que cette bande-annonce est très très bien faite, puisque vraiment, le rythme du film, finalement, est, en 2 minutes 30, passe complètement, en fait. Donc, c'est vraiment un montage très 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 adroit. Alors, qu'est-ce qui est intéressant ? Qu'est-ce qui permet d'illustrer les propos dont je parlais à propos des forces ? Ces mouvements de main rapides, ces personnages qui ont des gestes désordonnés, ces espèces de huis clos dans lesquels ils sont serrés, les corps qui se heurtent les uns contre les autres. Ces rires aussi, c'est-à-dire ces rires qu'on pourrait attribuer effectivement à trois personnages en goguette finalement. Mais c'est avec ces rires-là, c'est effectivement tous les flux de vie qui les traversent. C'est-à-dire que ces gestes, ces rires, ces paroles fortes, sonores, ces situations complètement incongrues, ces lieux exigus, ces gens qui courent, qui restent pas en place en fait. Ces cris, ça manifeste effectivement la vie elle-même, c'est-à-dire la vie en tant que ce n'est pas forcément toujours un phénomène conscient, mais c'est l'énergie que les gens projettent, ce qui circule entre les êtres. Donc ça rend visible ce qui est de l'ordre généralement, ça rend palpable quelque chose qui ne l'est pas habituellement. Et ça permet aussi de nous décentrer de la psychologie classique, parce que les gens aiment beaucoup les histoires d'amour. Allez, on va pleurer un bon coup, ça va être hollywoodien, on va s'intéresser aux personnages, mais j'ai envie de faire une provocation. Deleuze disait, on ne fait pas de rencontres avec les gens, on n'en a rien à foutre des gens, on fait des rencontres avec les choses. Et là, en l'occurrence, on fait des rencontres avec la vie. Parce que c'est vrai, quand on aime quelqu'un, disait Deleuze, on l'aime pourquoi ? Parce qu'il a des qualités. Il y a toute une grande tradition philosophique qui dit, mais enlever les qualités de quelqu'un, qu'est-ce qui reste ? On dit, j'aime quelqu'un, mais non, on aime des qualités. Pascal, Hume et compagnie. Mais Deleuze, quand il dit, on fait des rencontres avec les choses, il veut dire la chose suivante. Effectivement, on s'intéresse au charme des gens, parce que les gens, effectivement, peuvent effectivement sortir du cadre attendu, normatif, et ces personnes-là en sortent. Et voilà. Et on aime finalement on trouve ce qu'on aime, c'est pas les gens, on voit bien c'est les qualités et les intensités qui nous font aimer les gens. Donc en fait c'est l'essence de la personne. Si je réintroduisais un peu de transcendance, mais là on est complètement dans l'immanence et donc on est vraiment sur des flux de circulation. Wow. D'accord. Alors on va partir sur d'autres flux complètement différents, sur mais qui procèdent. Qui procède, voilà, c'est-à-dire que oui, c'est la même intensité. La même intensité. Mais justement, c'est une autre façon, les rires qu'on va retrouver, les cris, tout ça, c'est une autre façon encore d'exprimer. C'est une autre façon d'exprimer un rapport entre des corps, et c'est effectivement une autre façon de se décentrer par rapport au sujet psychologique. Et de voir effectivement ces forces à l'œuvre entre les individus. Là, il y a encore des rires, mais qui totalement quelque chose d'autre. On va découvrir. Un truc. On va découvrir un extrait de Massacre à la tronçonneuse. Que je vais présenter peut-être brièvement. Tu vas présenter, vaut mieux que tu nous mettes tout de suite dans le. Mais c'est un excellent film. Il y a toujours une prévention du public quand on parle de films d'horreur, mais ça c'est d'affreux préjugés, peut-être. Comme notre chère Lily, une petite nature psychologique. Tout à fait. Non, mais je comprends complètement le deuxième argument. Massacre à la tronçonneuse est un film qu'on peut considérer comme un film d'arrêt d'essai. C'est-à-dire que dans le genre, même il est transgenre. C'est-à-dire qu'il est visuellement, esthétiquement, techniquement, il est parfait. Film de 1975, le film de Toby Hooper, qui n'a jamais fait de choses aussi... ça a été vraiment son chef-d'œuvre, fait dans des moyens très très durs, puisqu'il n'avait pas d'argent, il faisait travailler ses amis, etc. La chaleur des tournages, dans les ossements, etc. C'était très très dur, très éprouvant, mais il en est ressorti effectivement une œuvre, comme toutes les grandes œuvres, il faut de la souffrance. Et donc, voilà, je vous donne le pitch rapidement. Couple d'adolescents qui vont tomber dans une maison abandonnée, poursuivis, pas une maison abandonnée, dans une maison
plutôt abandonné par la raison et habité par la folie, où Leatherface, alors masque de cuir en anglais, face de cuir, et ses 2 frères complètement déments, en fait, tronçonnent les gens pour les manger. Voilà, donc en même temps, c'est toute l'histoire du Texas des années 70, toute cette pauvreté culturelle américaine. Voilà, en arrière-plan, il y a aussi une critique de la société américaine, bien sûr. Il y a énormément de... Mais bon, là, on n'est pas... Après, je pourrais parler pendant des heures de ce film. Oui, mais on reste dans nos flux. Voilà, on va rester dans nos flux. Oui. Et dans la scène que nous allons voir, l'extrait, assez court, donc Sally a été kidnappée, c'est la dernière survivante du groupe d'adolescents. Et elle est face à ses tortionnaires, et donc il y a un chant contre chant absolument mémorable entre Sally qui éprouve une peur terrible, on va voir comment. Ça se comprend, ceci. Et les rires déments qui, en fin de compte, qui lui font écho. Voilà. Ça me réjouit toujours de voir ce film. Comme je le disais à Lily et à Yannick, je le prends au premier, au deuxième degré, et j'ai autant de plaisir à passer d'un degré à un autre. Alors, ce qui est très intéressant, c'est effectivement de voir cet échange d'affects formidable. C'est-à-dire que, là encore, on n'est pas dans des sujets, c'est pas des sujets, c'est pas le sujet humain, le sujet psychologique qui est le centre d'intérêt du film, mais c'est les corps, le corps fou, on peut dire, les rictus qui déforment le visage, les rictus de folie des 3 tortionnaires, et qui répondent à la peur panique de Sally, dont on voit d'ailleurs que l'œil, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'elle cesse d'être un personnage, elle devient qu'un œil. Donc là, il y a un devenir organique du personnage, c'est-à-dire de sujet conscient psychologique. Elle ne devient que cet œil qui perçoit, elle ne devient que perception d'épouvante. Il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ça. Et esthétiquement, c'est très intéressant d'avoir effectivement justement eu cette idée. Je veux dire, elle n'est plus que cet œil qui contemple. Voilà, toute raison l'a quittée, en quelque sorte. Hein, comme on le voit dans la scène de la fin, tu as fait un petit montage pour présenter l'extrait. On voit qu'elle a un rire, elle arrive à échapper à ses tortionnaires, mais elle devient folle. Et Leatherface qui fait comme une danse solaire avec sa tronçonneuse, comme une abeille, avec des codes, etc. Et donc il y a encore cette réponse finalement, donc on est vraiment dans l'intensité des gestes, des flux, on n'est plus du tout dans l'esprit, dans la psychologie. Et on est dans cet échange effectivement quasi organique et d'affects formidables, c'est-à-dire le cri, la démence, la folie, la déraison. Et donc on capte des rapports d'intensité qui sont évidemment absolument différents de l'extrait qu'on a vu précédemment, mais qui représentent le même type d'expérience finalement, c'est-à-dire faire voir. Vu d'une manière différente. Ils donnent leur inconscient à voir en fait. Il n'y a plus de surmoi, il n'y a plus rien. Je dirais que l'inconscient c'est encore psychique. C'est encore psychique. Je dirais que plus loin alors. Mais
Après, pas forcément essayer plus de de réellement retenue. de donner à c'est plutôt justement non les affects de peur, l'intensité. C'est plutôt à la limite les ressentis, les affects Voilà, comme des flèches envoyées. C'est pas tant une manifestation, je dirais, du psychisme que le corps, oui, mais également l'intensité de ce qu'ils ressentent qui devient réel. Comme si finalement, quand un chien, vous savez, sent des odeurs, c'est comme lui, il est matérialiste quelque part. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que nous n'apercevons pas, lui, quelque part, ses sens le détectent. Et voilà ce que nous donne à voir le réalisateur. C'est quand même... Le résultat, effectivement, oui. Ouais. Enfin, moi, je suis très sensible à ça, mais voilà pourquoi c'est un grand film, parce que, encore une fois, on n'est pas dans le concept, on est dans l'art, et l'art, par son propre langage, nous donne quelque chose à voir. C'est-à-dire que l'art a une fonction, mais qui n'est pas, encore une fois, une fonction linguistique. Parce que ça, c'est vraiment c'est ridicule, et les gens qui disent ça, c'est malheureusement des gens qui ne ressentent pas, qui sont malhonnêtes intellectuellement. Et, personnellement, j'ai rien à dire à des gens comme ça. Mais bon, quelquefois, il faut parler pour mettre en garde. Pour expliquer. Ouais. Et justement, alors on va encore avancer, mais Avec un autre bon, il est déjà 8 heures passées, mais on va avancer dans tes argumentations. Et tu voudrais qu'on aborde le rôle de l'interprétation d'une œuvre d'art. Oui. Donc on va essayer de passer à ce dernier argument. On va présenter un film qui s'appelle Blow Up. Blow Up, ouais. Alors, l'interprétation, c'est encore un autre niveau. Hein. Pourquoi l'interprétation ? Parce qu'on en parle un petit peu, mine de rien, elle affleure depuis le début. Et j'avais envie, effectivement, puisque c'est la grande question, qu'est-ce qu'on fait l'œuvre d'art n'étant une image qui montre, n'étant pas effectivement traduisible dans un langage, donc on peut qu'interpréter. Et est-ce que c'est qu'interpréter ? C'est-à-dire, est-ce que par définition, si j'interprète, c'est que je ne touche pas l'essence de la chose. Vous voyez, on en revient à l'idée qu'il n'y a pas d'idée pure. Donc à un moment, il y a un travail une sorte d'herméneutique, de recherche du sens, et un sens qui se dérobe toujours en partie. C'est-à-dire, à partir de ce qui est montré, il y a effectivement une direction qui est donnée, mais une direction... Alors que le philosophe, ou que l'amateur d'art aussi, parce que là je voudrais aussi en profiter pour dénoncer un préjugé, il n'y a que les philosophes qui penseraient, or les artistes pensent sur l'art, un scientifique n'a pas besoin de philosophie pour penser la science. Faut être d'accord aussi, parce que cette prétention... Il n'y a pas que les philosophes qui pensent. Oui, voilà, et surtout, parce que sinon on en arrive encore à ce rapport théologique que je dénonçais un petit peu, où l'expertise de pensée artistique serait le domaine des philosophes, finalement, qui seraient les maîtres du réel. Ça, c'est quand même c'est des arguments de curés, de censeurs, et c'est de gens qui s'arrogent des symboles, d'un pouvoir symbolique qu'ils n'ont pas. Voilà, ça c'est dit. Voilà, ça c'est dit. Oui, non, mais il faut dire des fois les choses. Non, mais c'est bien. Et donc, effectivement, alors je présente l'extrait rapidement de Blow Up. C'est la fin du film. Alors, pendant tout le film, Antonioni, on va dire que c'est quand même un cinéaste fait des films philosophiques, on ne va pas dire le contraire. Il y a toujours une interrogation, notamment dans ces deux films, Blow Up et... j'ai un petit trou de mémoire, celui qu'il a fait juste après Blow Up. Alors là, je ne peux pas t'aider. Je vais retrouver... pas Profession Reporter, je ne sais plus si ça s'appelle comme ça. Bref, voilà. Bon, c'est pas grave, il a fait un deuxième. Il fait un travail de perception sur le réel. C'est-à-dire que quand on voit, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce que c'est voir quelque chose ? Est-on sûr de voir ce que l'on voit ? Qu'est-ce que c'est que percevoir ? Qu'est-ce que c'est que l'illusion ? Voilà. Et en fait, il interroge vraiment le rapport à l'image, à la perception, au réel et à l'illusion dans ces deux films-là. Et dans l'histoire de Blow Up, c'est un photographe qui, par hasard, filme en prenant des photos où il voit un cadavre. Et en fait, il trouve jamais le cadavre et il n'est même pas sûr que le cadavre existe, mais tout conspire finalement à le faire disparaître. Et on est vraiment sur l'idée que, avec notamment l'appareil photo, c'est celui qui voit l'appareil photo. Vous voyez, c'est celui qui voit le réel d'une certaine manière. Donc il y a cette idée aussi, qu'est-ce que c'est que percevoir ? Est-ce que la perception est objective, subjective ? Et dans la dernière scène du film, et je vous laisse la découvrir parce qu'elle est, c'est un peu le climax. On va y aller. C'est le climax du film, donc je vais pas la déflorer par des mots, parce que justement, une image. Oui. Ça s'interprète après.
c'est hyper riche, on pourrait en parler pendant des heures. De manière littérale déjà, qu'est-ce qu'on voit? Il arrive jusqu'à... Le personnage principal arrive jusqu'aux parties de tennis. Fictive, hein, on voit ces jeunes arrivés grimés en clown, et qui disputent une partie de tennis 100 balles, donc un simulacre de partie de tennis. Et lui, il les regarde et il commence à se prendre au jeu. Et à un moment, la balle est supposée sortir du cours, et tout le monde attend qu'il aille la chercher. Et il se décide d'aller la chercher. Il la leur rend, et ensuite on a un plan en plongée et un fondu au noir sur le personnage qui semble disparaître dans le décor. Alors, évidemment, on voit bien que ça parle de la perception. Parce que tout y est. Hein. Essayer de voir quelque chose qui n'est pas, et puis finalement ensuite voir la chose qui est là. Alors, c'est le sens maintenant qui est intéressant. Qu'est-ce que veut nous dire le réalisateur? Est-ce que c'est pour nous dire que c'est là où on voit que c'est l'interprétation, puisque à partir du socle du film, on peut avoir plusieurs points de vue. Le premier, est-ce que finalement, un point de vue social, sociologique, est-ce que les individus, est-ce qu'on ne voit pas finalement on n'est pas pris par un prisme collectif, c'est-à-dire que la perception, elle n'est pas tant naturelle que ça, mais elle existe aussi dans une dimension sociale, c'est-à-dire qu'il y a des choses à voir, des choses à ne pas voir, et que les individus finalement voient ce que la communauté à laquelle ils appartiennent voit, parce que c'est plus facile, parce que c'est très difficile de s'opposer. Est-ce que aussi dans un deuxième sens, où il faut bien voir que les personnages sont grimés, donc c'est un sens aussi, c'est-à-dire qu'ils sont grimés, donc on ne nous montre pas des personnages réels. Si Antonioni avait voulu nous montrer des personnages réels, ça aurait pu avoir aussi une autre signification. Donc il faut s'intéresser pourquoi effectivement c'est des clowns. Alors est-ce que on est vraiment au sens premier, ils disputent une fausse partie de tennis, et lui se prend en jeu, et que finalement l'illusion quelquefois peut être plus forte que la réalité, c'est-à-dire que quand on est pris dans l'illusion, on se met à y croire. C'est-à-dire que finalement, ce qui serait paradoxalement premier, ce serait l'art. Hein, si on reste sur notre thématique. C'est-à-dire que l'art assume toujours une fonction d'illusion. Et si on l'assume jusqu'au bout, quelque chose peut être plus vrai de manière illusoire, quelque chose de réel, mais dont on peut toujours s'interroger sur la possibilité d'être trompé ou non. Alors que l'illusion, par nature, par essence, trompe. Donc, quelque part, l'illusion perceptive est vraie. Puisque si on sait qu'on est trompé, on n'y est plus. On n'y est plus. Et voilà. Qu'est-ce qui tendrait à cette analyse? Eh bien, lui, en tant que photographe, c'est un artiste. Donc, il est assez réceptif, effectivement, à cette partie fictive. Et il comprend tout de suite l'enjeu. Parce qu'il est pour quelque chose aussi, l'appareil photo. Il n'est pas là pour rien. Il n'est pas là pour rien. Voilà. Il n'est pas là pour rien. Et donc, le fait de jouer le jeu, c'est que lui qui a toujours été à la recherche de la perception, finalement, il la trouve. Qu'est-ce qui est réel? Mais l'art, plus, davantage que la réalité non artistique. Alors, dernier plan quand même, qui vient pas tout chambouler, mais qui laisse perplexe, il disparaît. C'est-à-dire qu'on a donc ce plan en plongée, et après ce personnage qui disparaît avec le fondu au noir et qui disparaît dans le réel. C'est-à-dire que lui-même, sujet percevant, disparaît. C'est-à-dire que là, c'est plus uniquement le réel qui disparaît ou qui cède le pas à l'illusion artistique, mais le sujet percevant lui-même. Donc, oui. Ça va loin, c'est un abîme comme. Oui, effectivement, on peut. Alors, mais ce qui est très intéressant, c'est pas tant la réponse finale, parce que là encore, on serait dans le philosophe qui chercherait à donner l'alpha et l'oméga interprétatif de ce film-là, agirait encore comme quelqu'un qui ne comprend pas le langage du cinéma, qui par lui-même une image équivoque. Hein, comme le dit bien Jean Mitry, qui est un théoricien du cinéma, qui a écrit un très beau livre que j'aime bien, ça fait plusieurs années, Esthétique et psychologie du cinéma. Le cinéma est aussi illusoire que réel, l'image elle est réelle, parce qu'effectivement on filme des choses réelles, mais en même temps la manière dont on monte, dont on met des plans, c'est illusoire. Ce qu'on montre, elle n'existe pas. Et pourtant, le substrat matériel de l'image est réel. Et c'est pour ça que l'image est toujours indécidable. L'interprétation, il y a toujours encore une direction, mais qu'on ne peut jamais donner un sens
un sens final. Et quand on interprète trop philosophiquement un film, on cherche à arraisonner le film à un concept en disant, voilà, il a voulu dire ça, ou il a voulu dire autre chose. Et quelque part, on manque le cinéma, puisque le cinéma, par essence, est toujours ouvert. Donc là où le philosophe peut agir, c'est pas figé par nature. Là où le philosophe peut agir, c'est effectivement proposer des interprétations philosophiques, mais qui ne sont que des interprétations, et qui doivent rester comme telles. Rester que des interprétations. Voilà, mais en aucun cas des vérités. Donc voilà. Donc, bon ben, fort intéressant. On va faire une petite pause musicale. Alors, on va changer de registre. On va changer complètement de registre. Alors là, partir sur... voilà, on avait deux musiciens. D'ailleurs, l'un était très adepte de l'autre, hein, puisque Tiffen s'est inspiré de Ferré pour... on va dans le rock alternatif, dans une mouvance beaucoup plus... on va dire moins cérébral, même si j'aime pas ce mot-là, mais là, il n'y en a pas un autre qui m'est venu à l'esprit. On va dire moins poétique, moins contemplative, moins triste. On va dans la violence du punk français. Voilà, puis rien que le titre Morocco, on est tout de suite dans l'ambiance. Voilà. De Gogol Premier. Gogol Premier, voilà. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tant que vous êtes je jouais, du premier rang au dernier rang, je jouais, la seule chose que je peux dire, c'est que vous êtes bien con d'avoir payé 60 balles. Un bon conseil d'amis, faites-vous rembourser, oui, rembourser. Marocco qui sans raison, oui, sans raison. Marocco qui sans raison, ont acheté ses chansons, Marocco. Quant à ceux qui collectionnent leurs photos, leurs articles de journaux, je comprends pas, il y a vraiment des tarés. Marocco. Marocco qui sans raison, oui, sans raison. Marocco qui sans raison, ont acheté ses chansons, Marocco. Autant que je vous êtes, je jouais, pire encore, ne me demandez jamais un autographe, je vous le ferai avaler. Vous êtes vraiment tous des abrutis, ouais, des abrutis. Mort au con, mort au con. Marocco qui sans raison ont acheté leurs chansons, Marocco qui sans raison ont acheté leurs chansons, Marocco qui sans raison, oui, sans raison. Marocco qui sans raison ont acheté ses chansons, Arnaud, alors on arrive à la fin de l'émission, mais là, on va passer à libre parole, j'appellerais ça comme ça. Oui, si tu veux. Bon, j'avais un autre mot, mais je vais le garder.
Donc voilà, on va te laisser quelques minutes parce que tu voulais intervenir sur quelque chose qui t'a vraiment énervé. Oui, enfin énervé. On va dire qu'il me fait... Interpellé, voilà. Je préfère, oui, parce que énervé, non, Il est autre pas chose pour énervé, m'énerver. oui. Bon, je peux commencer par petite anecdote. Il y a, ça doit faire 2 ans, ils avaient trouvé des ossements de poilus, tu sais, on est à Verdun, qui fouille, et j'avais ironisé sur le fait que, bon, je vais expliquer pourquoi après, mais j'avais ironisé en disant que si les poilus qui sont exploités symboliquement par des générations de Verdunois, qui sont bien sûr voilà, et qui pourraient se former des cohortes de zombies et venir un peu bouffer tous les galonnés, les curés et autres animateurs de spectacles ou de sociétés touristiques qui exploitent ce filon-là, et finalement on prend une revanche symbolique sur le... Et j'avais été censuré, alors qu'il n'y avait pas, je l'avais dit de manière quand même assez courtoise. Et 6 mois avant, c'était sur Meusactu, je crois. Là, il y avait un reportage sur Verdun. On voyait des chasseurs, et des cimetières militaires, voilà, donc qui ramenaient Verdun à Saint. Et j'avais dit, ben voilà, c'est pas étonnant que TF1 finalement aille dans l'image d'Épinal et que Verdun se transforme en une batterie de papy porte-médaille de quelques rednecks. C'était pas encore trop... Et j'étais censuré par les tenanciers de Meusactu. Et voilà, sans autre forme de procès. Et voilà. Et alors, on va voir une photo. Parce que dans l'œuvre à nu, on ne censure pas. Voilà, on t'a dit, tu nous as demandé la parole. Donc voilà l'image du trail des tranchées de l'année dernière, donc organisé à Verdun. Et tu peux la remettre. On peut la remettre un petit peu quand même. Oui. Parce que j'avais vu. On voit les gens qui arrivent, accueillis par des gens déguisés en poilus. Voilà. Donc voilà, ça fait 2 ans de suite que c'est comme ça. Or, ça ne choque personne. Ça ne choque personne, c'est-à-dire que ça choque quand on ironise. Et d'ailleurs, ça veut dire quoi ironiser? Moi, quand j'ironise, c'est parce que quand je suis arrivé à Verdun, il y a maintenant... j'habitais Verdun il y a une dizaine d'années. J'ai fait aussi les sites d'histoire, je suis allé voir sur les lieux. Et ce que j'ai pensé, c'est effectivement des gens de mon âge qui sont morts. À l'époque, j'étais plus jeune, donc oui. Comme si maintenant, il y a des gens, à mon âge, il y a des gens qui mouraient aussi à cet âge. Bref. Mais ces gens qu'on a envoyés à la boucherie, sans autre forme de procès, et je me disais que le rendre hommage avec des médailles et des drapeaux, c'était les tuer 2 fois. C'était une exploitation symbolique. Et que ça préparait les guerres de demain, parce que à partir du moment où les gens ne s'insurgent pas, mais sont dans l'espèce de fierté nationale ou on va dire communale d'un drame passé, maintenant il y a à peu près il y a 100 ans, et ben ça prépare pas les mentalités à lutter contre toute forme de guerre et d'exploitation de l'homme par l'homme. Et donc, ces propos qui sont les miens, je remarque que ça ne choque personne, voilà. Au contraire, les gens font des mines de compasser les 11 novembre. Alors là, oui, ils vont médailles, ils mettent des trucs. Ça les intéresse. Le côté mémoire, etc. Le côté sacré, un petit peu, justement. Alors, ils jouent sur la fibre du sacré. Donc, il y aurait quelque part un sacrilège. Sacré, ça vient c'est le contraire de profane. Le mot profanus, en latin, c'est ce qui se tient devant le temple. Donc, ce qui n'a pas le droit de figurer dans le temple. Donc, comme se moquer des poilus, ça semble pour eux sacré. Alors que pour moi, c'est pas pour me moquer des poilus, c'est parce que je trouve que l'hommage qu'il aurait fait est un hommage qui sent pas très bon. Mais eux, donc, se drapent dans leur bannière de mémoire. On expliquera après comment, sociologiquement, ce qui fait qu'une ville tout entière participe à ça. C'est pas forcément de leur faute, on expliquera aussi, mais bon, bref. Mais ce que je remarque, c'est que quand il s'agit d'utiliser pour une course sportive, ou quelquefois l'été sur le quai de Londres, il y a des touristes, de déguiser des types en poilus, ça ne gêne personne. Et là, on n'est plus dans le registre du sacré, on est dans le registre du pur profane, voire de l'amusement public, du divertissement et du piège à gogo à touristes. Ça veut dire que ces gens-là ont un rapport sacré à géométrie variable. Alors là, je dis chapeau, ça doit être de grands intellectuels. Parce qu'ils peuvent passer du plan d'immanence au plan de transcendance, pour le coup. Ils peuvent passer d'un plan, justement, où on considère que les poilus sont intouchables, voilà, l'honneur de la France et autres conneries qu'on entend pro-militaristes ou pro... Voilà, bref, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on peut en dire des choses sur le devoir de mémoire,
d'ailleurs qui a été très contesté par les historiens sérieux, mais bien sûr, par les guignols qui ont des intérêts financiers, c'est repris. Enfin bref, n'allons pas trop dans l'excès, mais bon, quelquefois ça fait du bien l'excès. Enfin bref, je trouve qu'ils ont que tout un troupeau de gens a une capacité à passer d'un plan à un autre. Un plan où ils s'insurgent, où ils se vexent dès qu'on manque soi-disant de respect, alors qu'ils ne comprennent pas dans quel sens c'est fait, et un autre sens où ils peuvent effectivement exploiter à des fins commerciales, ludiques, donc le symbole de ces gens qui sont morts. Alors voilà, c'était la... Donc tu as créé, vous avez créé un... on n'a pas créé, mais avec Randolph Carter que tu connais très bien. Que vous connaissez bien, un ami proche, commun, un ami proche, et philosophe aussi, qui a un blog très intéressant d'ailleurs. Oui, on pourra peut-être en parler parce que c'est vrai qu'il ne parle jamais de son blog. Et voilà. Merci Mika. C'est le blog Ligne de fuite. Lignedefuite.fr. Voilà, en 2 mots, Randolph Carter est, on va dire, il est comme moi, professeur de philosophie, et il est très discret, et il ne veut pas apparaître sous son, il ne veut pas être connu, quoi. C'est quelqu'un de verdun qui ne veut pas être connu. Et donc il écrit un blog que je trouve intéressant, donc voilà. Bref, autour de lui et d'autres amis, un petit groupe d'amis qui partagent les mêmes, parce qu'il n'y a pas que des Verdunois va-t-en symbole, on va dire. Il y a aussi des gens qui sont pas choqués parce que on n'est pas dans des... Mais trouvent un petit peu ça aussi un peu... Difficile à avaler, qui ont une sensibilité aussi par rapport à ce qui s'est passé, et donc qui ne sont pas uniquement des guignols provocateurs, et qui sont pris comme tels quand ils se moquent de cette exploitation, et je dirais symbolique avec les médailles, et également, et plus de costumes. D'ailleurs, l'événement spectacle des Flammes à la Lumière, c'est quand même marrant, l'événement spectacle, ça en dit long. La spectacularisation dont parle Debord, on est en plein dedans. C'est-à-dire que la chose devient un spectacle. La tragédie du réel est magnifiée et sublimée dans une animation quelque part, comme au Puy du Fou. C'est pareil. Sauf que là, il y a quand même 500-600 000 morts. Moi, ça ne me dérange pas, mais c'est eux que ça choque. Enfin, parce que moi, je ne vais pas pleurer tous les jours parce qu'ils sont morts. Je trouve juste que c'est après un peu indécent. Mais moi, je n'ai pas de tabou moraux, je ne suis pas dans ce... Mais eux en ont, mais ils les transgressent. Oui. Donc voilà, alors avec Randolph et d'autres amis, vous allez créer un collectif. Un comité, alors on va créer mais je voudrais juste encore donner une dernière idée. Le philosophe Marcel Conche disait que faire de la philosophie, c'est s'arracher à l'enfance, c'est-à-dire aux prescriptions morales de ses parents, c'est-à-dire c'est apprendre à penser par soi-même et pas à répéter ce que les parents voudraient. Et là, collectivement, on s'aperçoit que nos concitoyens font bien peu preuve de philosophie, puisqu'ils sont collés, quelque part englués au phénomène de la Première Guerre mondiale, sans être capables de prendre des distances critiques. Donc c'est une attitude non philosophique, et c'est un peu triste de voir quand on est sociologiquement incapable de se décoller finalement de ce qu'on nous a mis dans le crâne comme ça. Bon, voilà, c'était la dernière réflexion. Et avec un collectif d'amis, on aimerait bien proposer quelque chose d'autre que le centenaire, c'est-à-dire pas un anti-centenaire, c'est pas ça, mais effectivement quelque chose d'ironique, d'impertinent, et des textes aussi plus philosophiques ou historiques pour montrer toute la face noire qui a été la Première Guerre mondiale. Excuse-moi, les gens qui voudraient rejoindre votre collectif, comment ils fait? Passe par l'œuvre à nu? Alors, justement, moi, parce que en fait, j'ai pas trop répété cette chose-là, et là, je viens d'avoir l'idée à l'instant. Ils peuvent écrire sur le blog aussi. Sur le blog de Randolph Carter, il y a un espace contact. Alors, on mettra la page lien sur... Voilà, lignedefuite.fr, ils vont sur l'espace contact, et ils peuvent envoyer il y a une boîte mail. Sur Facebook, non? Oui. Je crois que Randolph a un compte Facebook. Oui, il a un compte Facebook aussi. Et qui s'appellerait Randolph Carter. Et pas Ligne de fuite. Donc c'est dans la bannière de sa page d'accueil. Mais de toute façon, il est sur Randolph Carter et il est. Donc et là, ils auront libre cours pour s'exprimer et vous rejoindre. Et j'ai peut-être une petite dernière chose, je dois rendre hommage aussi à un des membres du groupe qui était là, un ami qui participait au débat, et qui a dit une phrase intéressante, et il a dit, mais finalement les Verdunois vivent au carré, son expression, ce que Pascal appelait par le divertissement. Le divertissement pour Pascal, c'était fuir la mort. C'est-à-dire, je me divertis pour éviter de penser à ma propre mort et à ma propre existence. Et effectivement, s'enfermer dans la mémoire, ou même encore plus sûrement
organiser des comités de poilus qui attendent les coureurs ou qui vont être photographiés sur le quai de Londres. C'est une manière finalement, de manière indirecte, de ne pas penser à la mort de tous ces gens-là qui ont été sacrifiés et de fuir quelque part cette réalité qui leur ferait peut-être prendre un petit peu de distance par rapport à cette exploitation symbolique si finalement ils prenaient conscience de cela. Donc voilà, j'aimais bien cet argument de pascalien finalement au carré, de divertissement au carré qu'a sorti un des membres du collectif, pour l'instant informel, mais j'espère qu'il va prendre son essor. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Je sais plus ton nom. Arnaud. Merci Arnaud. Je fais perdre la tête, ça c'est les Merci Arnaud d'avoir été avec nous pour cette soirée. Je pense qu'on a tous fait un grand bond vers la philosophie. On va y retourner. Je pense qu'on va y retourner, surtout moi. Alors, je voudrais remercier évidemment Mika ce soir, qui est vraiment a été à notre disposition depuis, ça fait au moins 4 heures maintenant. Johan, mais je sais que Johan a mis un petit mot sur le chat. Il avait mis un petit mot sur le chat. Alors, on va l'écouter. Il y a 1 heure, Johan, il disait « Mince, c'est Arnaud, je ne vais encore rien comprendre, comme Julien quand il regarde Meuse in trans. » Alors voilà, donc Johan, il y aura une interrogation écrite pour le mois prochain quand tu seras avec nous. On remercie Laurence qui s'est occupée du chat. Alors, quant à toi, Arnaud, on va te donner, comme d'habitude, les livres d'or. Le livre d'or, on va dire à nos spectateurs que pour savoir ce qu'Arnaud écrit, comme tous les mois, il faut aller sur notre page Facebook qui s'appelle L'œuvre à nu. Et vous y trouverez demain la photo de ce que Arnaud aura mis sur nos livres d'or. Et puis la prochaine émission aura lieu le 21 mai. Donc on remercie tout le monde de nous avoir accompagnés. Dans quelques heures, vous aurez déjà le podcast. Voici notre page L'œuvre à nu. Et ben voilà, Mika, tu peux envoyer le générique de fin. Merci à tout le monde, au revoir. Merci à tout le monde et merci encore Arnaud. Écoutez, merci de m'avoir reçu.